Yo tout le monde! Alors comme l'année dernière, on va se faire un petit récap post-draft, ça vous avait bien plu, et puis ça va vous permettre de découvrir les petites pépites de cette QV 2021. Je vous avais demandé dans l'onglet communauté si vous vouliez juste que je présente les loteries pick ou alors si vous étiez chaud pour tout le premier tour. Mais bon, j'ai pas trop eu à hésiter, apparemment vous voulez mieux connaître les top prospects. Désolé par ailleurs si à l'écran vous n'allez voir que du positif, ce serait trop long et dur en fait de trouver des phases de jeu négatives pour chaque prospect. J'essaie de sortir la vidéo au plus vite après la draft, donc essayez de pas trop m'en vouloir, mais vous inquiétez pas. Avec ma voix, je vais essayer de vous montrer chaque point négatif également de chaque joueur. En attendant, cette année on a potentiellement une draft all-time, alors soyez attentifs parce que dans quelques années, il y en a certains qui vont totalement exploser en NBA. Pas vraiment de surprise à la première place avec le prospect qui s'est octroyé le titre de roi de la draft depuis bien longtemps, Cade Cunningham. Déjà c'est un meneur de jeu très grand, on avoisine les 2,03 m donc c'est un vrai plus d'être aussi long pour tirer parti des mismatchs sur des joueurs plus frêles. On couple ça avec un handle parfaitement maîtrisé, une vision incroyable et aussi un QI basket de malade mental. Vraiment c'est pas compliqué de comprendre pourquoi il a été choisi à cette place. Ça shoot à 36% de loin déjà et quasi 85% au lancer donc on se fait pas trop de soucis à ce niveau là. Une fois en NBA ça va progresser encore plus. Les points à travailler vont surtout se situer de l'autre côté du terrain parce qu'il va certainement se faire bouger un poil par des mecs bien costauds sur son poste. S'il affronte un Jrue Holiday, un Westbrook, ce sera peut-être un petit peu compliqué dans le combat physique. En réalité, ça va ressurgir un peu ses difficultés athlético globales, parce que Cade est costaud, mais c'est pas le genre de joueur qui va aller au contact pour provoquer des fautes. Son jeu off-ball est également un peu compliqué par séquence et surtout il doit perdre moins de ballons. À part ça, ouvrez les yeux parce que je pense que le gamin va être incroyable dès cette saison. Jalen Green choisi par Houston à la deuxième place. Un des rares joueurs à avoir sauté la case université pour aller se taper avec de vrais adultes en G-League. Un poste plutôt 2-3 qui paraît assez fragile mais avec une mentalité de gagnant et un jeu offensif de fou furieux. Vous avez tout simplement ce qui se fait de mieux dans cette draft 2021. Un premier pas tonitruant qui lui a permis de détruire les défenses cette année. Franchement j'adore son aptitude à filer vers le cercle. Parce que bordel il crée déjà magnifiquement bien pour lui. Pour les copains en revanche, on a besoin encore d'un peu de travail. Il est aussi clairement capable de tirer de loin ou à mi-distance, de finir au contact alors qu'il n'est pas forcément armé de base pour ça. Si vous voulez un petit comparatif, on voit un petit peu du Zach LaVine dans son style de jeu. Tout n'est pas parfait, loin de là, et il va devoir taffer dur ses lectures défensives qui restent très limites, et aussi savoir se mettre au service du collectif sans croquer lorsqu'il est dans un mauvais soir. Attention aux petits 2/15 qui pourraient pointer le bout de leur nez. Grand fan du pick numéro 3, Evan Mobley, j'avoue, je pense qu'il peut faire une très grande carrière en NBA. Le pivot de USC dispose d'un physique hors du commun pour son poste. J'y vois un petit mix entre Chris Bosh et Kristaps Porzingis, mais avec encore plus de potentiel. Il couvre énormément de terrain, il court comme une gazelle et protège son cercle superbement bien. C'est un joyau à polir qui ne demande que du temps pour se développer, au niveau du shoot notamment, qui pourrait faire de lui un intérieur vachement chiant à défendre. Pour l'instant, c'est plutôt fébrile et les volumes de shoot près de l'université sont trop faibles pour savoir s'il peut devenir un 5 qui s'écarte. Après, le lancer franc est souvent un bon indicateur pour savoir si un joueur peut avoir un shoot fiable et pour l'instant il a 70%, un chiffre tout à fait raisonnable surtout pour un intérieur. Mais ce qui questionne le plus, c'est toujours son physique très léger qui peut remettre en cause son impact défensif contre des athlètes bien plus durs, bien plus forts que ce qu'il a connu. En vrai, il ne lui reste plus qu'à taffer pour imiter un modèle à la Giannis ou à la KD et je pense qu'on aura vraiment un pivot du futur. Avec le choix des Raptors, on retrouve monsieur Scottie Barnes. Un freak avec des bras immenses qui se retrouve un peu dans la lignée des Jonathan Isaac ou Mo Bamba sur ce point. On a un garçon qui peut sans problème jouer et défendre sur plusieurs postes avec un physique qui n'a rien à envier à des joueurs dans la ligue depuis des années. Un leader défensif, vocal avec de réelles capacités de meneur d'homme. C'est ça Scottie Barnes. Et c'est sûrement ça qui va en faire kiffer plus d'un, en plus de sa mobilité assez dingue, c'est un kamikaze qui va au charbon quand il est sur le terrain. En revanche, niveau offensif, c'est un peu moins fou. Même si à la passe il a de vraies capacités, niveau shooting, c'est atroce à regarder. Bon, j'ai vu quand même quelques moves qui régalent, mais ça reste plutôt des fulgurances qu'autre chose. Pas du tout le meilleur attaquant de cette draft en somme, mais un joueur qui va faire chier plus d'un attaquant en NBA, c'est sûr. Pour reprendre l'expression du papier écrit par Envergure, d'ailleurs allez voir leur site si vous voulez des analyses de joueurs en détail,
il a autant de chances de devenir Draymond Green que Michael Kidd-Gilchrist. Jalen Suggs est le genre de joueur qu'on aime regarder. Flashy, athlétique, collectif, rapide, on ne manque pas d'adjectifs pour le qualifier. Le meneur de Gonzaga a impressionné cette saison avec un shoot d'ores et déjà culte et surtout avec des séquences offensives très prometteuses. Il distille du ballon déjà comme un chef et va directement offrir du caviar en NBA, je me fais pas de doute là-dessus. Bon, on n'est pas encore sur un chef d'orchestre, il passe plutôt bien en transition mais un poil moins bien sur demi-terrain. Mais il est sur la bonne voie et la seule chose que j'espère c'est qu'il aura des responsabilités à la création avec le Magic. Il couple ça avec un premier pas fatal et un hang time très sympa qui lui permet de faire de sacrés dunks et des layups vraiment compliqués. Après je pense qu'il faut toujours voir les rookies comme des joueurs pas encore accomplis, et avec Suggs il y a encore du chemin à accomplir pour celui que l'on compare déjà à Russell Westbrook. Niveau défense déjà il est assez loin de son aîné avec des errances parfois qui coûtent cher. Mais c'est surtout son tir pas toujours fiable quand il est ouvert et ses pertes de balles qui peuvent remettre en cause le choix d'Orlando. Alors là on attaque l'un de mes joueurs préférés de cette draft, Josh Giddey. Meneur australien de 2m03, il dispose d'un profil rare et c'est un jeune qui va vraiment se développer. Passé par la NBL, tout comme certains LaMelo Ball draftés l'année dernière par exemple, Josh se distingue avec un niveau assez compliqué à déterminer. Son tir n'est pas encore très régulier, mais la mécanique de shoot est plutôt propre, donc il va sûrement bien progresser. Ses passes ne sont pas forcément les plus flashy, mais il distribue énormément de bons ballons, et puis on a vu pas mal de triple-double déjà cette saison. Je n'ai pas trop vu la comparaison quand j'ai checké son profil, mais moi quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir un petit peu du Doncic. Alors attention, calmons-nous, il est vraiment moins fort, mais au niveau du profil, c'est un petit peu un faux lent, adepte du step back, qui tient le ballon tout en étant grand et qui n'est pas du tout un monstre athlétique. Sinon on est encore un petit peu timide défensivement et en NBA c'est sûr que ça va pas passer. Puis il faut absolument qu'il s'épaississe pour tenir le combat physique qui va lui être imposé, sinon ça va être très dur. Le compère de Jalen Green en G-League, Jonathan Kuminga, a autant de chances de devenir un steal ou un échec total. Sélectionné assez haut, les avis sont plutôt partagés à son sujet parce que clairement son plafond comme son plancher sont très durs à déterminer. Niveau jeu, c'est un joueur puissant, costaud et explosif sur son premier pas avec énormément de belles choses montrées dans tous les compartiments du jeu. Ça reste par séquence, mais Kuminga semble déjà pouvoir faire pas mal de choses. On a un petit côté jeu fonce tête baissée qui peut frustrer un peu ses coéquipiers, mais surtout sur sa fin de saison, on a vu un peu plus d'offrandes pour les copains. À part ça, son shoot n'est pas fiable du tout, il peine parfois à faire les bons choix et il a aussi quelques soucis physiques. Il y a du boulot clairement pour embellir son profil d'ailier costaud, complet, capable d'être efficace des deux côtés du terrain. Mais bon, après tout, c'est un gamin de 18 ans qui ne demande qu'à prouver qu'il mérite sa sélection. On va le laisser se développer et on verra ce qu'il va pouvoir donner dans la ligue. Le frère de Moritz Wagner, Franz, a été choisi par Orlando à la 8ème place. Le Magic récupère un joueur ultra polyvalent qui semble pouvoir tout faire sur le terrain. Le côté un peu fort partout possède souvent le même souci, dans quel compartiment du jeu excelle Franz Wagner ? Bon, tant qu'il n'a pas mis un pied dans la ligue, ça va être compliqué de voir quelle qualité il va pouvoir montrer en NBA. Défensivement, on se dit qu'avec ses nombreux et son QI de ce côté du terrain, on espère qu'il va faire aussi bien que ce que l'on a pu voir. Il shoot pas trop mal de loin, mais je pense quand même pas qu'on peut le considérer comme un sniper. Wagner, c'est quand même l'assurance d'avoir un gars qui perd peu de ballons, prend pas mal de rebonds, distribue un peu et surtout qui peut jouer le pick and roll, c'est très intéressant pour un poste 3. En contre aussi, on a vu de belles choses avec un garçon qui se projette vite vers l'avant. Mais à part ça, est-ce qu'il va être aussi bon que ça en NBA ? C'est vraiment très dur de savoir ce que va donner Wagner. S'il arrive encore à progresser et à faire taire les gens qui lui indiquent un plafond assez bas, attention, ça peut faire mal. On a plein d'interrogations avec Davion Mitchell. Le nouveau meneur des Kings est l'un des plus petits joueurs de cette draft, mais également l'un des plus vieux. Un handle correct sans être flamboyant, une défense en 1 contre 1 vraiment pas mal, et aussi une rapidité au niveau de son premier pas, je vous le dis, il va laisser une paire de défenseurs sur place. Il a effectué une saison 2020-2021 plutôt perturbante. Plus de 44% à 3 points, 56% au tir, mais seulement 64% au lancer. Alors, est-ce qu'on a assisté à une anomalie qu'il ne sera jamais capable de reproduire en NBA, ou alors est-ce que du haut de ses 23 ans, il commence seulement à révéler son plein potentiel ? Affaire à suivre. Du coup, petite taille, il va moins en contact que d'autres meneurs, même s'il est quand même bien tanké, je me pose la question de sa capacité à aller chercher des fautes dans la raquette.
Au global, il se repose donc énormément sur son shoot extérieur, peut-être trop à mon sens, et s'il ne développe pas un drive plus incisif, on va assister à des soirs avec Davion qui balance quelques briques. Zaire Williams, passé par Sierra Canyon, voilà un joueur encore une fois que j'adore. On aura tout vu avec lui, des éclairs de génie mais aussi des moments catastrophiques avec Stanford. Le joueur en lui-même est un shooter né qui sait quand tirer, mais qui est également en mesure de créer pour les copains. C'était pas forcément le cas tout au long de la saison, mais sur pick and roll par exemple, on l'a senti vraiment à l'aise. De l'autre côté du terrain, le freshman a vraiment effectué de belles prestations défensives au global. Ça bouge bien latéralement, ça court, mais son manque de muscle le limite vraiment et ça va peut-être se voir encore plus en NBA. Le handle est assez chaotique et ça l'empêche de créer des situations de drive ou de shoot ouvert et ça par contre ça me fait me questionner un peu plus sur sa capacité à finir près du cercle. Encore un peu trop léger pour le haut niveau, mais Williams a les armes pour artiller de loin et scorer efficacement tout au long de sa carrière. On a vu beaucoup de belles choses offensivement chez James Bouknight. Un scoreur triple niveau, assez à l'aise en drive, en pull-up à 3 ou même à mi-distance. Il est super smooth sur le terrain et moi j'adore parce qu'on voit vraiment un petit gars qui s'amuse quand il joue. Et puis les dunks qu'il claque, c'est du très bon ça aussi. Le handle est vraiment cool et en transition je vous le dis ça galope. Il prend souvent les bonnes décisions même à haute vitesse. Pour rentrer un petit peu dans ce qui fâche, sans ballon c'est vrai on est aussi sur un joueur qui se débrouille vraiment bien mais s'il veut être une plus grande menace derrière l'arc, il faut progresser en catch and shoot. C'est un défenseur ok, sans plus, mais à ce qu'on dit, son utilisation à UConn ne lui a pas trop permis de s'exprimer dans ce compartiment, je demande à voir. On voudrait retrouver le joueur un peu plus à la création parce qu'il n'a pas trop pu s'exprimer en NCAA et il doit trouver aussi une certaine régularité dans son jeu. Il ne peut pas se permettre d'être juste un pyromane qui alterne les performances à 20 points un soir, puis le lendemain. Petite surprise des Spurs en 12 avec la draft de Josh Primo. Une sélection purement au potentiel car le tout jeune meneur a inscrit à peine 8 points de moyenne lors de sa saison freshman du côté d'Alabama. C'était pas encore un créateur balle en main alors que son profil de garde pourrait le laisser supposer, on a réellement un futur floor spacer qui devra rentrer du shoot derrière l'arc. Le volume de 3 points pris n'était pas dingue cette saison, mais le tir paraît déjà très prometteur avec des longs bras là qui vont être très chiants à défendre sur les lignes arrière. Et cet aspect physique aide énormément en défense. Avec un poids bien en dessous des 90 kg, ça peut paraître assez juste, mais il a montré de belles choses pour contester des tirs avec sa capacité à switcher sur plusieurs postes. Après ça reste très léger et à 18 ans il va encore sûrement prendre de la masse, mais pendant 2-3 saisons ça va être chaud. Il faut voir aussi s'il arrive à tirer plus de fautes, marquer plus dans la peinture face à de vrais athlètes et surtout je me pose une question, est-ce que sa réussite extérieure va être aussi élevée s'il prend plus de tirs ? C'est totalement l'aspect talent brut, pas encore certain du rôle qu'on va lui confier qui intrigue. Alors qui sait, peut-être que ce sera un gros flop en NBA, mais moi j'y crois. Un autre très bon shooter à 3 points dans cette cuvée avec le Dominicain Chris Duarte. Un joueur assez âgé, déjà 24 ans pour lui, c'est-à-dire qu'il va être drafté en même temps que des garçons 5-6 ans plus jeunes que lui. On a affaire à un gros bosseur qui a vécu un véritable parcours du combattant pour arriver là où il en est. C'est un garçon avec un très gros mental. En revanche, purement niveau basket, il dispose d'un drive assez intéressant, d'un pull-up mi-distance dévastateur et comme je l'ai dit plus tôt, d'un tir à 3 points létal. Un peu léger, c'est sûr qu'on va pas le retrouver en lockdown défensif, il a parfois un petit peu de mal à suivre ses adversaires. On a aussi pas mal de soucis au niveau des pertes de balles sans pour autant être un as de la passe décisive. Il est pas très musclé au niveau du haut du corps, pas doté d'une vivacité incroyable pour son poste et ce sera certainement difficile dans un premier temps en NBA. Un joueur qui est bien descendu par rapport au mock draft, à la place numéro 14, les Warriors nous ont sélectionné Moses Moody. Un combo 2-3 très long qui coche toutes les cases du joueur 3&D que les équipes NBA adorent. 36% de loin et 81% au lancer, c'est vraiment l'un des meilleurs shooters de la draft. La forme est propre, il réussit avec constance et arrive bien à se démarquer. Petit bémol pour sa réussite au tir dans sa globalité, on avoisine les 43% pour un arrière qui aime prendre beaucoup de tirs difficiles. Alors oui, quand il réussit c'est magnifique, mais il arrive parfois qu'il ne réalise pas les bons choix. Près du panier, il a encore du mal à scorer, avec un premier pas moyen, une détente average et une explosivité pas faux folle non plus. Mais sa longueur, son gros moteur permet à Moody d'être un petit pitbull défensif qui va plaire à beaucoup de coachs. Enfin, il reste encore à aborder son potentiel de création.
Les statistiques ne plaident pas trop en sa faveur avec seulement 1,8 passes de moyenne l'année dernière, mais il a un vrai avenir. Pour les autres évidemment, mais surtout pour lui, j'ai envie de le voir créer et on l'a pas forcément beaucoup vu dans ce compartiment avec Arkansas. Corey Kispert a été choisi en 15e position par Washington. 4 ans à l'université pour le joueur de Gonzaga, c'est beaucoup, c'est assez rare pour être souligné, mais l'avantage avec lui c'est qu'on sait à quoi on va avoir le droit. Il tire admirablement loin et en plus à gros volume, et c'est le cas déjà depuis 2 ans avec plus de 44% à 3 points. En mouvement, après un écran ou un dribble, c'est incroyable, il en a rien à foutre. Et puis souvent ce sont pas des tirs juste au niveau de la ligne NCAA, mais vraiment de plus loin. Alors oui, c'est pas encore Lillard, mais de ce point de vue là il est déjà NBA ready. Pour la suite ça se complique un petit peu. Un potentiel qui paraît déjà plus ou moins atteint, un jeu assez lent, une défense très hésitante surtout sur l'homme, ça va être une cible de choix sur laquelle attaquer en NBA. On peut quand même lui accorder un jeu en transition assez intéressant pour compléter ses aptitudes de shooter. Pas tout à fait le même profil en vrai, mais on peut lui imaginer une saison rookie à la Cam Johnson ou Tyler Hero à base de tirs en spot-up avec un fort taux de réussite. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire votre chouchou en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Perso, j'ai une petite préférence pour Barnes et Giddey, mais bon, on verra ce que ça va donner cette saison.